Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être présent et bienvenue sur le live stream de Seven Prog. Une semaine de plus, c'est passé. Jérôme, bonjour. Salut, comment vas-tu? Ouais, Ça fait une ça va, semaine écoute. qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, c'est ça, une Tu semaine ou parles, 5 minutes, putain. c'est 5 minutes. Donc, nous voilà repartis pour un nouveau live, nouveau invité. Malheureusement, j'ai pas préparé la musique d'Indiana Jones, mais aujourd'hui, on reçoit quand même une personne qui a voyagé dans le monde entier pour une chasse au trésor mondiale. C'est Arnaud Caplier qu'on va recevoir bientôt. Mais comme d'habitude, on va faire notre petite introduction habituelle. Déjà, promis, je serai sage et je te laisserai parler. Promis. Je vais De toute façon, essayer de taper sur les sinon doigts. j'ai prévu. J'ai prévu des séries de squats pour toi, histoire de Ah, te punaise. calmer, tu Ça- vois. Ouais, c'est ça. Parce que tu m'énerves. Je te le dis, voilà, on est en direct. Ouais. Tu m'énerves, ok? Donc, ouais. Écoute, on verra. Dans tous les cas, je vais être très sage. On va refaire le petit rituel, c'est-à-dire qu'on a l'intention, à partir de janvier, de partir sur YouTube. Donc, il est important que vous alliez sur la chaîne de YouTube, vous tapez Seven Prog, vous allez nous trouver facilement. Il y a tous nos replays et très prochainement, on va arrêter de faire sur Facebook parce qu'ils nous font galérer. On a du mal à rentrer en contact avec vous, qu'on ait de la visibilité. Donc, du coup, l'idée, c'est que bientôt, on pourra se voir sur YouTube dans de super bonnes conditions. Et c'est ça qu'on veut. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes nombreux aujourd'hui, beaucoup plus que d'habitude, donc on est super contents. Et voilà, Jérôme, est-ce que tu as quelque chose à dire Non, la même chose que pour toi. le moment? Que Non. Facebook commence Là, vraiment à m'embêter. Ah ah là ouais, là, écoute, niveau. Donc, c'est vraiment Facebook, voilà. sont pas gentils avec nous. Voilà. Euh, alors, on va appeler notre invité. Alors, vous avez remarqué que la technique, là, et on commence à être carré. D'abord, présentation à deux, la petite animation qui va bien et introduction d'Arnaud Caplier. Bonjour Arnaud. Bonsoir Greg, Salut, bonsoir, Arnaud. bonsoir Alors, Jérôme. alors, sur le chat, comme d'habitude, vous me dites si vous nous entendez. Parce que voilà, ça serait dommage que ce soit un live silencieux. Ça serait un concept. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Et bonsoir Arnaud, merci beaucoup d'être là. Mer- Merci, Euh, merci à tous les deux. Déjà, je suis super. C'est la ouais. première fois que je fais un live déjà, donc et je suis super honoré, voilà, d'être parmi vous ce soir. Merci à vous. Et- c'est super cool. Nous aussi, c'est la première fois qu'on fait un live. Ça se passe bien. On ne te l'avait pas dit, ça, apparemment. On ne se l'avait pas dit, mais on a débuté hier. J'ai eu l'idée avant-hier, on l'a fait aujourd'hui. Non, voilà, tu es notre quatrième cobaye. Donc, tu vas subir tous nos problèmes Ok. techniques et ainsi de suite. On est super content de te recevoir. Tu as plein de choses à nous partager. De ton parcours, de ce que tu fais. Du coup, pour la plupart des gens, ne connaissent pas le géocaching. Alors, le géocaching, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert très récemment par Jérôme, qui m'a dit je suis avec mon fils en train de faire une chasse au trésor. Attends, j'ai une âme d'enfant et une réelle envie d'être Indiana Jones. Genre, si je dois si je voudrais faire quelque chose dans ma vie, c'est d'être Indiana Jones, ça serait vraiment super. Quoi. Donc, on a découvert un peu cette application. Donc, avant qu'on rentre dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais déjà dans la vie et après, on parlera de géocaching. Ok. Du- Donc je m'appelle Arnaud. Je suis plus connu sous le pseudo Arnaukovic dans le monde du geocaching. Voilà, j'habite Paris, j'ai 45 ans. Je travaille dans la logistique internationale et ce qui me permet de voyager dans un cadre déjà professionnel. Voilà, je vis à Paris depuis 17 ans.
voilà, grand passionné de tennis au niveau sportif. D'accord. Je fais pas mal de sport aussi. Voilà, on s'est rencontrés d'ailleurs dans ce cadre-là avec Jérôme il y a quelques années. Voilà, et puis que dire, voilà, passionné de géocaching, évidemment, dont on va pouvoir parler ce soir. D'accord. Alors déjà, on va commencer par là. Comment vous vous êtes rencontrés, tous les deux? On s'est rencontrés très simplement dans un club à Paris. Moi, je travaillais à Paris dans le club et Arnaud, tu suis des cours. C'est ça? Ouais. Si ma mémoire est bonne. Et donc, quand j'ai commencé à faire du géocaching avec mon fils, je suis tombé sur une vidéo de toi sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit, mais non, mais c'est Arnaud. C'est Arnaud, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait sur la vidéo? Et là, je me suis dit, mais en fait, je connais un héros. Tu sais? Alors, j'ai attrapé mon fils, j'ai dit, regarde, tu sais, le monsieur là, eh ben, c'est un héros, c'est un vrai chasseur de trésors. Et là, ce jour-là, t'es devenu une espèce de saint à la maison, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un vrai héros, tu vois. Pour mon fils, il y a un vrai héros. Moi, je pensais que j'étais le seul. Ben voilà, t'es le deuxième. Ah, Oh là là. Bon, voilà. c'est mignon. Donc, en fait, tu es un grand sportif, toi aussi. J'espère. Ouais, Ah ouais. si, Si, je si. pense, ouais. On a, De mémoire, t'étais pas le dernier à venir à la salle quand même. Hein. Ouais, sacrément. non, assez accro, ouais, assez accro à la salle, ouais, ouais, effectivement. Au sport, quoi. Ouais. Eh ben, c'est bien, moi aussi. Moi aussi, je fais beaucoup de sport. Du sport en cuisine, moi. C'est plutôt ça. Je sais bien taper la viande pour qu'elle soit bien tendre. Donc, bah, écoute, c'est super cool. Déjà, c'est une rencontre folle. Alors, moi, je dois avouer que quand j'ai vu tes contenus sur notamment celle de Combini, Ouais. je l'avais vu quand c'était sorti. Ok. Mais on ne se connaissait pas encore. Ouais. Et j'avais trouvé ça fou qu'il y ait des gens qui cherchent des petites boîtes un peu partout. Jusqu'à que Jérôme m'en parle et que c'est très addictif, que moi aussi je me mette à chercher des petites boîtes partout et donc c'est carrément amusant. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est le géocaching? Alors, déjà tout à l'heure tu m'as repris. Oui. C'est pas le géocaching, on n'est pas dans une partie de catch, mais le géocaching. Exactement. Ouais. Donc le terme en anglais déjà, on dit bien geocaching en anglais. Donc il n'y a pas de catch. C'est vrai que je crois que moi-même je faisais l'erreur au début quand j'ai commencé de prononcer comme ça, parce que c'est vrai qu'on imagine un petit peu le terme à l'anglaise. J'avais entendu dire, alors, à vérifier, mais j'avais entendu dire par les gens qui travaillent pour la boîte qui est derrière tout ça, qu'ils avaient essayé de trouver un terme un petit peu international en fait, et donc le terme geo faisait un peu référence un peu à la géographie, et caché, le terme français en fait leur plaisait bien, et qu'ils avaient mis un petit ing à la fin pour faire un truc un petit peu global, geocaching. À la base, en fait, ils appelaient ça le stash. C'était le nom original en fait du jeu, parce que stash, ça veut dire planque en fait en anglais. Voilà, et après, donc le concept en fait est né, je crois en 2000, fin 2000, début 2001. Le jeu existe depuis 2000, mais le concept géocaching est, je crois, né en 2001, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mais les premières caches ont été posées en 2000, le 3 mai 2000 pour être précis. Voilà. C'est là qu'a été créée la première cache. Donc pourquoi? c'est un jeu en fait. Alors pourquoi? En fait, le système de GPS en fait est devenu accessible à tout le monde à ce moment-là. C'était sous Clinton à l'époque aux US. Et du coup, il y a un gars qui s'appelle Dave Ulmer, qui est un Américain qui vit dans l'Oregon, et qui s'est amusé en fait à dire ah bah tiens, maintenant que j'ai accès à ce joujou en fait du GPS, en fait ce qui était accessible, c'était une précision en fait plus
plus pointues en fait du système de coordonnées GPS. GPS. Et du coup, il s'est amusé à cacher. Il a pris un seau, voilà, et un seau, un bac, quoi, et dans lequel il a mis plein de babioles et un carnet, et il a planqué ça quelque part. Et il a posté en fait les coordonnées sur Internet pour voir un petit peu si quelqu'un allait avoir la curiosité de trouver. Et je crois qu'assez rapidement, quelqu'un a été trouvé. Et puis voilà, et puis il a reproduit le truc. Et puis ça a commencé à se développer jusqu'à ce que des trois potes de la région de Seattle tombent un petit peu sur ça et décident d'en faire un concept. Voilà. Et c'est comme ça D'accord. c'est comme ça qu'est né le jeu. Et je crois que le jeu est vrai, enfin le vrai concept du jeu, je crois, date de fin 2000, début 2001. Voilà. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que c'est exactement le principe Donc, du géocaching? donc le principe, donc c'est comme j'ai expliqué, ça marche par coordonnées GPS, donc c'est de la géolocalisation. Et le but, c'est une chasse au trésor où il n'y a absolument rien à gagner, il n'y a pas d'argent, voilà. Donc il y en a beaucoup qui vont dire quel intérêt, mais voilà, l'intérêt c'est la découverte en fait, la découverte de lieux. Tu vas découvrir une vue, tu vas découvrir un lieu pour son histoire, par je sais pas, un bâtiment, un édifice. Et puis des anecdotes aussi, c'est culturel aussi, hein. Donc, lorsque tu trouves, c'est accompagné d'un descriptif qui va accompagner en fait la recherche de la cache, et tu trouves un contenant. Et dans le contenant, il y a un petit registre, tu signes, et voilà, c'est juste la satisfaction d'avoir trouvé. Et voilà, et la satisfaction de trouver une boîte et d'apprendre quelque chose. Voilà, D'accord. c'est le principe Jérôme? Ouais, non, même mais du jeu. moi, j'aime par rapport à ce jeu, c'est, je prends l'exemple de là où j'habite, j'ai l'impression de connaître en fait la ville où j'habite. Et ben en fait, pas du tout. Mm. Rien que d'avoir fait trouver les boîtes, j'ai découvert des endroits. Ça peut être un square, ça peut être un kiosque, un ancien kiosque à musique en plein milieu de la ville. Je me dis, ah ouais, ok. Je ne savais pas que c'était là. Et en fait, il y a cette dimension culturelle qui est super intéressante avec les enfants. Moi, je le fais avec mon fils. Cette dimension culturelle, c'est la découverte d'un lieu, d'une histoire, de culture, et voire même le fait de se déplacer, de marcher. Donc, il y a aussi de l'activité, en fait, l'activité physique. Ça, c'est cool. C'est très, très cool. Non, non, j'allais dire, Vas-y, c'est vas-y. vrai qu'il y a cette partie où tu crois en fait connaître un endroit où tu vas, où tu vis. Bon, moi par exemple, je suis parisien depuis 17 ans maintenant. Et bon, Paris, forcément, j'ai encore des choses à découvrir, c'est sûr, mais je vis dans le 15e arrondissement, un arrondissement que je pensais connaître absolument par cœur. Et grâce au jeu, en fait, j'ai découvert autrement en fait mon arrondissement et mon quartier. J'ai découvert des endroits où je me disais, merde, je ne savais pas qu'il y avait ça à cet endroit-là, ou qu'il s'était passé telle ou telle chose. Et puis, et moi-même, je suis aujourd'hui acteur du jeu, et j'arrive à faire découvrir des lieux par des caches que moi-même j'ai pu poser. Voilà. Ouais, du coup, ça, on va y revenir après parce Ouais. que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors, du coup, depuis combien de temps tu fais ça? Tu es actif sur trouver des caches. Et après, on parlera de comment tu t'es investi par la suite. Ouais. Mais depuis combien de temps tu fais ça? Et la grande question, j'en ai 14. T'en as combien, toi? Des caches. Et ouais, Et combien t'en as trouvé? à ce jour, alors, j'ai pas tout logué encore, j'ai pas tout enregistré, mais je pense que je suis à 51 500 ou 52 000, un truc comme ça. Mais 52 000. j'ai du retard dans mes logs de cache. Donc, parce qu'une cache, une fois qu'on l'a trouvée, on l'enregistre et on dit qu'on la log. Voilà, c'est le terme Ouais. du jeu. Et voilà, j'ai pas tout, je suis pas à jour. Donc voilà. D'accord. Donc ça fait beaucoup. Donc 52 000, Ça fait un gros. 52 000 Ouais, ça en fait combien de temps? en 13 années de jeu pour l'instant. Donc ça Ok. fait un gros tas de boîtes en plastique. Donc Ouais. voilà. C'est Et incroyable, 52 000.
J'ai mis 3 mois pour en trouver 14. Bon, c'est à nos débuts, hein. Moi, moi aussi, je le fais avec mes enfants, mais je vous raconterai mon anecdote. J'ai une anecdote, comme toujours. J'ai une anecdote sur le géocaching qui nous est arrivé avec les copains, qui est carrément trop cool. Et d'ailleurs, j'ai converti tout le monde, hein. Ta secte a l'air très cool. On a vraiment envie de te rejoindre à chercher des caches. Donc, du coup, ok, donc en 13 ans, Ouais, comment t'as fait déjà pour découvrir le jeu ouais. et t'y mettre? Donc j'ai découvert ça en 2009. Tout simplement au boulot, j'avais une collègue voilà, qui s'appelle Valérie qui nous parlait de ça et qui avait découvert, elle avait découvert ça par, je crois, de la famille à elle qui vit en Australie. Et il lui parlait tout le temps du jeu et puis c'est comme ça qu'elle s'est initiée. Et puis elle en parlait assez souvent et puis c'est vrai que j'étais assez curieux de ça. Et un midi, elle nous a dit avec un autre collègue, elle dit venez, je vais faire une cache. Donc c'était à côté du boulot, je travaillais à Issy-les-Moulineaux à l'époque, et il y avait une cache sur le parc de l'île Saint-Germain, et qui était une multicache. Donc une multicache, c'est une cache qui se fait en plusieurs étapes pour la trouver. Et puis je l'ai suivi et c'est vrai que c'était rigolo, et surtout avec l'autre collègue qui s'appelle Philippe, on n'arrêtait pas de raconter des conneries et on s'est marré surtout, et voilà. Et j'avais trouvé ça amusant, mais pas, j'étais pas non plus en train de me dire putain c'est génial, il faut que je m'y mette. J'ai mis à peu près un an avant de m'y mettre, un an de cache que je faisais uniquement avec elle, soit le midi lors de pause déjeuner, ou en déplacement professionnel avec elle aussi, voilà. Et c'était elle qui était vraiment moteur pour trouver les premières caches. Et donc moi j'avais pas de compte à l'époque, de compte de jeu, donc il y a qu'elle qui signait, mais elle mettait toujours, comme mon prénom c'est Arnaud, il y a tous mes proches, même des collègues proches qui m'appellent Nono, voilà, c'est un peu mon surnom Je le vois sur le chat d'ailleurs. Ah, Bonjour à tout le monde, ok, merci beaucoup de vos commentaires, ok. c'est cool. Et Ton fan club, il est là. ok. Ouais. Et donc, il y a du coup, elle mettait Nono le moldu, parce que dans le jargon du géocaching, quelqu'un qui n'est pas dans le jeu ou qui est dans l'ignorance, on appelle ça un moldu. Donc, comme on utilise pas mal de termes du monde d'Harry Potter. Et voilà, et du coup, elle avait signé les registres comme ça. Et quand j'ai créé mon compte en 2010, un an après, j'avais fait 9 caches avec elle et j'ai écrit à tous les poseurs de caches que j'avais trouvés, puisque j'étais avec elle. Et j'ai dit voilà, j'ai trouvé cette cache il y a un an, est-ce que je peux l'enregistrer comme trouvé, voilà. Et tout le monde m'a dit oui, donc j'ai pu enregistrer a posteriori les 9 caches que j'avais trouvées avec elle, avant de me lancer tout seul comme un grand. Voilà. Incroyable. Du coup, c'est par hasard une collègue de boulot qui t'a amené à aller sur ça, comme moi, Jérôme, un Ouais. collègue de boulot, c'est mon copain qui m'a dit voilà, que c'était délire et du coup, au début, tu es resté en France et comment ça t'est venu de dire ok, maintenant, je vais aller chercher des caches qui sont super dures à trouver. Comment tu t'es investi en fait, parce que maintenant je sais que tu es à fond dans la communauté, tu es investi au niveau du géocaching France, où tu fais de la traduction de textes, tu participes à l'application, à l'amélioration de l'application, donc tu es vraiment investi. Comment c'est venu ça au fil du temps en fait? En fait, je pense que j'ai un côté, j'ai le contact assez facile. J'aime organiser des événements en fait dans le geocaching. Donc il y a un type de cache en fait qui consiste juste à organiser un rassemblement de joueurs. On appelle ça un event. Et donc tu décides par exemple, voilà, que tel jour, à tel endroit, donc déterminé par des coordonnées GPS encore une fois. Imaginons, je sais pas, devant la Tour Eiffel, parce que j'aime bien faire des rassemblements près de la Tour Eiffel, j'habite pas très loin. Et du coup, tu vas dire, tiens, par exemple, je sais pas, le 31 décembre à 14h, on se réunit pour une demi-heure, 1 heure, et on va papoter de notre jeu préféré, quoi. Donc il y a tous les
tous les accros qui vont venir. Et voilà, c'est vraiment des communautés localement qui se forment. Et moi, c'est vrai que j'aime ça, j'aime organiser parce qu'il y a une communauté derrière qui est… Voilà, il n'y a pas que les boîtes, c'est-à-dire il y a les autres passionnés. Et quand on est entre nous, on est juste super content de se retrouver. Et voilà, et moi j'ai participé, donc je participe pas mal à ce genre d'événements et j'aime aussi voyager. Donc le travail me permet de voyager. Et à titre personnel, j'adore ça aussi. J'ai toujours aimé voyager et depuis très très longtemps, bien avant le géocaching. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc d'autres géocacheurs d'un petit peu partout. Et en participant à un événement assez majeur, donc un event, mais qu'on appelle, où il y avait plus de 500 participants, alors on appelle ça un méga event. Il y avait d'autres bénévoles de la communauté qui étaient là, et puis on a parlé de choses et d'autres en fait. Et moi j'étais bénévole sur le lieu, sur le site en fait pour l'événement. Et suite à ça, en fait, j'ai été contacté par la communauté de bénévoles francophones et qui m'ont dit voilà, on recherche l'équipe de traducteurs et un petit peu débordée. Et est-ce que ça t'intéresserait de participer? Apparemment, Ouais. tu te débrouilles plutôt pas mal en anglais. Et puis voilà, et ça a commencé comme ça. Donc j'ai rejoint la communauté des bénévoles en 2016. Donc c'est vrai que je suis un petit peu dans l'ombre aussi du jeu où je participe assez activement avec… alors je suis pas tout seul, on est une équipe de 5 ou 6, on est 6. Et voilà, où on se partage les traductions. Donc par traduction des applications pour Android, pour iOS, voilà, les blogs, newsletters, le site, etc. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que on est quand même sur un truc qui est virtuel, c'est-à-dire c'est une application où tu as des coordonnées, où tu vas faire quelque chose de physique, mais tu es tout seul en réalité quand tu vas. Moi en tout cas, j'y vais avec mes gosses chercher, et donc quand même, je pense qu'il y a un paquet qui sont seuls à aller chercher les boîtes. Mais en définitive, quand même, il y a quand même un rapport humain. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, je vais prendre un exemple très simple, Pokémon Go, où tu dois sortir pour attraper des Pokémon. J'ai des enfants, je suis un chasseur de Pokémon aussi, forcément, où on passe notre temps à aller attraper les Pokémon. Mais bon, là, du coup, même s'il y a une possibilité d'interaction, mais elle est beaucoup… j'ai le sentiment, en tout cas, peut-être que je suis ignorant, et il y a des grosses communautés qui se voient, il y a des meetings et tout ça, mais j'ai le sentiment quand même que déjà depuis 2000, c'est incroyable, ça fait 21 ans quoi, que ça existe, c'est pas d'aujourd'hui, et il y a une communauté solide. J'ai découvert aussi les groupes de géocaching, où tout le monde, il y a une grosse interaction, il y a beaucoup de posts, des gens qui parlent de leur expérience, qui racontent l'histoire du géocaching, alors que je suis inscrit depuis 3 jours quoi. Donc du coup, on voit qu'il y a une forte communauté, et que vraiment c'est solidaire, et c'est quelque chose de… Ça fait plaisir à voir en fait, qu'on peut faire partir d'une application digitale d'un téléphone, où on arrive à faire rencontrer des gens, des inconnus absolus dans ça. Du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus maintenant, du coup, comme là, maintenant, tu es un peu au four et au moulin. Tu es chasseur, tu appliques, poseur aussi, t'es poseur, ouais. et tu participes au truc. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui te plaît le plus? Je vais rebondir juste vite fait sur ce que tu disais par rapport à Pokémon Go, parce que bon, moi j'ai l'application aussi, je joue un petit peu. J'ai beaucoup joué pendant le confinement, parce que c'est vrai que ça permettait de jouer alors qu'on ne pouvait pas trop sortir. Mais le Pokémon Go, tu vois, tu as toujours le nez sur ton écran où tu vois les Pokémon virtuels. Et je trouve que tu perds un petit peu la notion de la réalité qui t'entoure. Et alors que le géocaching, tu vas vraiment ton écran va juste te servir à te guider, et tu observes beaucoup plus ce qu'il y a autour de toi. Et après, dans le géocaching, tu as la possibilité de communiquer par l'application avec d'autres joueurs. Il y a une interaction qui se fait par les pseudos, etc. Et donc, qui te permet de communiquer déjà avec un poseur ou avec un trouveur, voilà.
chose qui n'est pas possible avec Pokémon Go. Pokémon Go, tu es obligé de connaître la personne qui va te dire voilà mon code, etc. pour devenir ami, Ouais. et ça reste juste un échange virtuel comme ça. Et Ouais, bien sûr. ce qui me plaît, alors pour revenir à ta question, moi c'est vrai que j'adore le côté communauté. Et encore une fois, il n'y a rien à gagner, mais c'est un jeu où tu trouves des boîtes, chaque boîte compte pour un, et donc forcément tu as un compteur, et donc tu as un classement. Tu peux générer des classements. Il y a des sites de statistiques qui existent, et je trouve qu'il y a une compétition qui est pour soi-même en fait, et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux te fixer plein de défis. Le géocaching, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les Ouais. types de géocacheurs. Que tu aimes faire du chiffre, à trouver des boîtes en masse, où tu vas partir avec les copains pour un week-end à faire ce qu'on appelle du trail, enfin du power trail, voilà, où tu as bouffé de la cash, hein, clairement, pour faire monter ton compteur au niveau des stats. Et moi, je prends autant de plaisir à faire ça qu'à marcher des heures et des heures pour aller trouver une boîte qui va se trouver au fin fond de nulle part, tu vois. Voilà, moi, de toute façon, je suis à fond dans le jeu tout court. Mais voilà, ce que j'aime surtout, c'est cette communauté, et on a la chance en tout cas à Paris d'être d'avoir une communauté très. Enfin, la communauté, elle est partout, mais à force de créer des events, en fait, tu te retrouves à chaque fois au niveau local un petit peu partout. Ouais, ouais. Et surtout, alors je dis à Paris, mais je vais élargir, c'est plus Paris et l'Île-de-France. Il y a une super communauté. Je pense qu'on prend beaucoup, beaucoup de plaisir à se retrouver à chaque fois. Voilà, là, toutes les semaines à peu près, il y a des events, ou toutes les 2 semaines, voilà, et on se retrouve et on se connaît tous. Et puis voilà, et moi, c'est à chaque fois ouais, un moment de. Tu sais, ça permet de sortir aussi de son quotidien, et tu vas retrouver tes potes comme Ouais. ça, De communion, ouais, de carrément. jeu, et puis voilà, et puis on a toujours quelque chose à se dire, on a toujours quelque chose à se raconter, on est toujours aussi content de se retrouver, et je trouve qu'il y a c'est une communauté bienveillante. Donc là, je parle pour la communauté locale ici, mais voilà, j'ai rencontré évidemment la communauté, elle est internationale, et j'ai eu la chance, moi, de rencontrer des gens un petit peu partout, et d'avoir noué des liens très très forts avec des gens, des joueurs dans le monde entier, hein, notamment, voilà, je me suis fait des potes en Finlande, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Slovénie, au Canada, aux US. Incroyable. Ça, on va en reparler après. On Singapour, va, à Hong Kong, ouais, voilà, c'est fou. on va en C'est fou. reparler. Ouais. Et alors, du coup, du coup, vu que effectivement, je t'avais mis deux questions dans une question, je suis pas gentil. Je vais répéter ma question. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le géocaching? C'est de chasser ou de poser? Ah, de chasser. Ouais, De de chasser. chasser, clairement. Et Ouais. t'es quel type de chasseur? T'es celui qui va prendre des risques et d'aller chercher la cache la plus difficile, ou tu vas plutôt être un qui va en chercher dans un secteur où il y en a beaucoup? Ça dépend un peu. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Par exemple, à Paris, forcément, je pense que ça, c'est commun à tout le monde. Quand tu commences à jouer, tu vas évidemment aller chercher les caches qui se trouvent à côté de chez toi. Donc voilà. Et quand tu deviens vraiment accro, tu veux toutes les trouver. Et donc tu commences à élargir et tout. Et après, alors tu commences par les caches les plus simples, c'est-à-dire les caches traditionnelles. Sont celles qui sont aux coordonnées indiquées. Et après, tu vas t'attaquer, je sais pas, au multi, parce que bon, c'est un peu plus chiant, parce qu'il y a plusieurs étapes pour trouver la boîte. Après, il y a les caches mystères, alors avec les points d'interrogation, donc c'est des énigmes à résoudre. Il y a des trucs super faciles, et il y a des trucs super chiadés que moi seul, j'arriverais parfois pas à résoudre. Il y en a pour tous les niveaux, hein, et voilà. Et nous, d'ailleurs, à Paris, on n'hésite pas à se donner un coup de main pour se donner Ouais. des coups de pouce pour résoudre. Voilà. Surtout à Paris, il y a beaucoup, beaucoup d'énigmes, de caches à énigmes. Et voilà. Et moi, à Paris, maintenant, ça fait 13 ans que je joue, et c'est vrai que
Ça, c'est mon défi, c'est de trouver toutes les caches dans Paris. Je suis pas le seul, donc je suis pas le seul comme ça, voilà. Et du coup, c'est Et t'es pas loin Ah, ou t'as encore du boulot? à Paris? Ouais. Ouais, j'ai presque tout trouvé à Paris. Ah là Ouais, là! presque tout. Donc, c'est dur d'être à jour parce que quand tu crois que tu es à jour, il y a toujours une cache qui sort et voilà. Donc et puis il y en a, il faut s'organiser pour aller les trouver, hein. Donc, Et justement, question. par rapport. Moi, j'avais une petite question aussi, je pense que c'est la même. Moi, je t'ai déjà vu dans des situations un peu bizarres ouais, où on se demande où tu es quand même. Donc, la question, en fait, c'est tu m'as dit tout à l'heure en antenne que tu avais le vertige. oui, Alors, est-ce qu'il y a des fois où tu as flippé, où tu as ouais. peur, où tu y vas et tu dis ah, Alors, qu'est-ce que je fais là, en quoi? fait, je suis quand même assez téméraire pour certaines choses. Par exemple, en montagne, j'ai pas le vertige. Donc, je peux faire des caches de type de terrain 5. Donc, il y a des cotations, hein, de difficulté et de terrain. Donc, la difficulté va de 1 à 5. Et le terrain, pareil, va de 1 à 5. Et quand on est sur un terrain 5, c'est normalement un terrain qui nécessite d'avoir un équipement spécial pour pouvoir atteindre la cache. Donc il y a des caches, ce qu'on appelle donc dans le jargon on dit les T5 pour les terrains 5, et il y a des T5 arboricoles, donc qui sont dans les arbres. Donc ça peut être à 5 mètres, mais ça veut dire qu'il faut du matériel, donc ça peut être une échelle, hein, tout simplement, ou alors équipement avec la corde, harnais, etc. et tous les trucs. Et alors là, ça, moi, c'est vraiment pas mon truc. Je le fais, je l'ai déjà fait. J'ai fait des caches qui se trouvent, je sais pas, à plus de 15 mètres de haut dans un arbre. La première que j'ai fait comme ça, elle s'appelait Cuicui, je me souviens. Et c'était une cabane à oiseaux. Et j'étais là et donc on m'a expliqué, on m'a dit voilà, tu fais comme ci, comme ça, tu pousses, tu as une espèce de pédale, tu pousses avec ton pied, machin. Donc moi, et moi, quand c'est ça, je suis en mode panique. Donc, c'est-à-dire que je fais confiance à la personne qui m'explique et je me concentre juste sur ce que j'ai à faire et surtout, OK, comment je vais pouvoir redescendre, qu'est-ce qu'il va falloir que je défasse. Et j'ai cette peur de chuter, en fait, alors qu'on t'explique que c'est pas possible, que tu es sécurisé, que tout va bien se passer. Et à chaque fois, ça a beau faire 13 ans, je pense que c'est pire avec l'âge, en fait. J'ai de plus en plus cette appréhension lorsque je monte un arbre. Et voilà, et la première fois donc j'ai fait cette cache qui s'appelle Cuicui, on était beaucoup, on était genre 20 géocacheurs et c'était à la chaîne en fait. On montait les uns après les autres. Donc quelqu'un était venu avec un équipement spécial que moi j'ai pas. Et tout le monde montait chacun son tour. Et puis moi, à chaque fois, c'était bon, suivant. Puis moi, j'étais à chaque fois, ouais, vas-y. Et puis au bout d'un moment, bah, c'était mon tour. Et donc, j'ai commencé à grimper. Je crois que cette cache, elle devait être à 15-17 mètres de haut. Et j'ai commencé à grimper. Et d'un seul coup, tétanisé. C'est-à-dire que je suis arrivé à. Et en plus, tu sais, tu pousses vraiment avec le pied. Et moi, j'avais ce mauvais réflexe de pousser à fond avec les bras, en fait, pour me hisser. En fait, tu pousses, c'est ton pied qui pousse. Et après, ton bras te permet d'accrocher avec le gris-gris, voilà, au niveau du dessus. Et moi, pas du tout. Et ça, c'est l'appréhension, en fait, qui fait ça. Je poussais comme un malade avec mes bras. Et au bout d'un moment, en fait, tétanisé par la peur et de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Pourquoi je me mets là pour aller trouver une boîte, pour une pauvre boîte, et voilà. Et finalement, je l'ai fait et tu avais tout le monde qui m'encourageait, qui disait allez Arnaud et tout, et je l'ai fait. Et voilà, et à la fin, tu as une satisfaction énorme parce que tu as l'adrénaline et tout, et tu te dis putain, mais je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait alors que Ouais. je me T'as suis. combattu ta peur, quoi. Ouais, j'ai combattu ma peur et voilà, mais j'ai fait pire, hein, depuis. J'ai fait des trucs, voilà. La fois où tu as vraiment eu le plus peur, c'était. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que tu as visité combien de pays? 75 jusqu'à présent. 75 Ouais. pays pour faire du géocaching.
Voyager, ou- mais voyager, c'est aussi se trouver des boîtes. Quoi. Alors ouais, il y a un mélange de tout ça. Disons qu'à chaque fois que je visite un pays, un nouveau pays, Ouais. je ne peux pas ne pas faire de cash. C'est pas possible. Ouais. Donc voilà, parce que encore une fois, tu as toutes ces statistiques qui sont accessibles sur le site geocaching.com et aussi sur d'autres sites de statistiques. Il y a un site qui s'appelle Project GC qui est vachement bien fait. Tu as toutes les stats possibles et imaginables par rapport à ton activité. Et dessus, tu vois la carte du monde, en fait, et dès que tu fais un nouveau pays, bah, la carte, elle s'allume, et voilà, et ça te montre un petit peu tes statistiques. Et oui, effectivement, donc moi, je voyage beaucoup à titre pro, et bon, un petit peu moins maintenant avec le Covid, mais et à titre perso, j'ai toujours aimé ça aussi. Mais effectivement, parfois, il m'arrive de dire bon, allez, je vais faire un nouveau pays. Et voilà, par exemple, il y a quelques semaines, on est parti avec un groupe de potes à Malte. Et clairement, c'était entendu entre nous. On est parti entre géocacheurs. On était 4. Et on s'est dit bah voilà, on va faire Malte parce qu'aucun de nous 4 n'avait été à Malte. Et on avait tous cette curiosité, cette envie de le faire. En plus, c'était en octobre. Donc ici, il commence à flotter et à faire un petit peu froid. Et bah, c'est sympa de partir à Malte pour un grand week-end. Voilà. Et puis, ça nous permettait de valider, comme on dit, un nouveau pays. Et on était super contents et on a passé un super week-end. Voilà. Et... Ben ouais. Alors du coup, la fois où tu as eu le plus peur, La fois où j'ai tu eu t'es le plus inquiété. peur, où je me suis inquiété, euh, je pense que, ouais, peut-être ce genre je me souviens d'une cache qui s'appelait 45 mètres de rouille, qui était dans le sud de Paris, enfin dans le sud de l'Île-de-France. Et donc, elle est à 45 mètres de haut sur une espèce de tour, en fait, qui est complètement rouillée. Et en fait, j'étais complètement tétanisé, en fait. Et à un moment, je me suis dit, je vais me faire dessus. Franchement, hein, parce qu'en fait, tu montes et ça bouge. T'as un peu de vent et du coup, le truc bouge et puis le truc est complètement rouillé. Et pour te dire à quel point j'avais peur et à quel point j'étais complètement con pour le coup au niveau sécurité, c'est que tu montes par des échelons. Et donc, j'avais le harnais et j'avais qu'on appelle ça, merde, L'escalier. les trucs non pour accrocher en fait Ah oui, des les mousquetons ou mousquetons, des voilà, grappins. les mousquetons. Donc j'avais 2 mousquetons de chaque côté et en fait le mousqueton, bah tu en accroches un échelon et un autre, tu vois, au cas où l'échelon Ouais. se barre. Et moi j'étais tellement flippé que je accrochais tout sur le même mousqueton, tu vois. Et ce qui est complètement débile si le truc s'était détaché, voilà. Et bah, j'ai pas honte de le dire, mais j'ai pas réussi à monter jusqu'en haut. J'étais avec. Ah, on a un lag. On a Sur. perdu Arnaud. Ah, attends, Arnaud, Ouais, tu m'entends? on t'entend Ouais. plus. Ah, ça Ah y est, on merde. t'entend, tu voyais plus, Merde. ça bougeait. Ah, ça y est. Là, c'est Ah bon. merde, désolé. Juste à la Et fin où bref, t'as pas pu monter jusqu'en haut. donc, Quoi. je disais que ouais, j'ai pas réussi. Alors j'ai fait quand même pas mal, mais j'ai pas pu aller jusqu'en haut sur la plateforme. Il y a Ouais. un petit sentiment d'inachevé, voilà. Et en plus, mon nom est sur le registre. Hein. Les potes sont arrivés en haut, ils ont dit ouais, bah c'est bon, on met ton nom et tout. Mais je suis hyper content d'avoir malgré tout fait parce que j'ai dû monter jusqu'à, je sais pas, 30 mètres, tu vois. Et pour moi, Ouais. c'est quand même énorme. Et, et je pense que le principe, surtout, c'est d'avoir essayé de le faire et Mm. d'avoir eu cette expérience. Sinon, non, j'ai eu gros coup de Parce que t'es quand même allé dans les catacombes à Paris, t'es allé dans la jungle, ouais, t'es allé au Brésil, ouais. Alors, t'es allé Tu peux pas aller dans jusqu'à une fosse aussi, tu en vois, mais Israël aussi, carré. c'est ça que tu racontais ouais, dans une alors carrière. à Paris, on a eu, on a des cages dans les carrières de Paris, et ça, c'est une expérience absolument fantastique. Et ça, par contre, j'ai aucun problème. Je me sens super à l'aise dans ce genre d'environnement. Je suis pas claustrophobe
Et puis c'est fascinant, c'est un univers, tu es sous Paris, quoi. Et c'est difficile à décrire, mais c'est une expérience vraiment à vivre. On a eu la chance d'avoir comment ceux qu'on appelle les reviewers, hein, qui valident les caches, qui ont toléré en fait la publication de caches là-bas. Et on a aussi à Paris quelques géocacheurs, notamment un qui s'appelle Gilles, qui est cataphile et qui connaît par cœur les carrières. D'accord. Et il fait pas n'importe quoi. Il pose les boîtes qu'il a posées. En tout cas, il fait en sorte qu'on puisse y accéder, qu'on va pas se perdre, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'en faire avec lui, de l'avoir comme guide quelque part. Et en plus lui, il nous apporte en plus son expérience de cataphile, en fait, et nous expliquer plein d'anecdotes pour dire tiens, il y a ça ici, il y a ça là, telle salle, il s'est passé tel ou tel truc. Voilà, et c'est assez fascinant. Non, j'ai eu effectivement, je suis allé en Israël faire une cache enfin plusieurs d'ailleurs, qui se trouvent sous le niveau de la mer, parce que la mer Morte en fait se trouve à moins 400 à peu près par rapport au niveau de la mer. On s'en rend pas compte, hein, mais voilà. Mais pour les stats, effectivement, j'étais là avec un pote qui est devenu un de mes meilleurs amis d'ailleurs. Et on a, c'est vrai que c'était un petit peu, c'est pas que c'était dangereux, mais il y avait marqué risque d'affaissement, machin. Il fallait faire super gaffe parce qu'il y a des trous qui se forment, donc des crevasses en fait qui se forment. Donc voilà, mais je me suis pas senti en danger à ce moment-là, non. Non, là où je me suis senti en danger, ouais, en montagne peut-être parfois, ou parce que j'ai étonnamment pas cette sensation de vertige en montagne. Et j'ai fait des trucs où je suis pas très fier parce qu'au final, c'était beaucoup de risques seul, en altitude, à plus de 3000 mètres, où j'avais pas de réseau. Voilà, et les gens savaient que j'y étais, mais s'il m'arrivait un truc, j'étais tout seul. Et voilà, donc là, il y a eu des prises de risques parfois et j'en suis pas fier. Le faites pas, franchement, voilà. Mais parfois, Ouais. on est pris dans le truc, en fait. On est pris dans l'adrénaline Ouais, et voilà. je comprends. Je comprends. Alors du coup, ça va rejoindre un peu ma question suivante. Aurais-tu des conseils à donner aux gens qui ont envie de se lancer dans le géocaching? De ne pas hésiter à être initié, en fait. Je pense que c'est bien d'être accompagné au début par des personnes qui connaissent le jeu. Moi, j'ai eu cette chance, voilà, d'être initié par ma collègue. Et je pense qu'elle avait cette passion déjà pour le jeu. Et donc, moi, j'ai été initié avec quelqu'un de passionné. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça t'apprend vraiment à découvrir le jeu et toutes les règles qui vont avec. Voilà, parce que parfois, tu vas avoir des gens qui vont découvrir le jeu parce qu'ils vont lire un article dans un journal, sur un magazine, sur Facebook, sur je sais pas quel média, ou qui vont voir le combini, par exemple, j'ai pu faire, ou qui vont participer à ce live, qui vont se dire oh, putain, c'est super, allez, je vais essayer. Et puis parfois, ces personnes vont peut-être se lasser ou vouloir se lancer pour trouver des caches ou pour en poser. Et voilà, et peut-être parfois se déconnecter un petit peu du principe, de l'essence même du jeu. Tu vois, tu vas avoir des caches, ça nous arrive à Paris, où tu vas avoir quelqu'un de nouveau qui va découvrir et qui va poser une cache. Tu lis le descriptif, il n'y a rien en fait. Et tu te dis, mais pourquoi mettre une cache là, en fait et tu vas découvrir une cache où le contenant, il n'est pas forcément pérenne. Parce que la boîte, tu te dis, bah, la boîte, dès qu'il va pleuvoir, elle va prendre la flotte. Et le logbook, il va être détruit. Ou alors la cache, elle est même pas bien cachée. Et tu te dis, bah, ça va disparaître. Donc là, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Donc, mais c'est pour ça que ma reco, ce serait vraiment de ne pas hésiter à aller sur des groupes, il y a beaucoup de forums, beaucoup de groupes notamment sur Facebook, hein, il y a des groupes locaux d'ailleurs. Il ne faut pas hésiter à aller là-dessus et puis essayer de prendre contact. Et encore une fois, la communauté est très bienveillante et je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour répondre aux questions et pour aider.
Ouais, pour t'aider. Ouais. Alors moi, je suis novice, hein, je viens de commencer en septembre. Première chose que j'ai très bien compris, mon Dieu, laissez les boîtes à leur place. Oui. S'il y a quelqu'un qui doit, que ça plaît à quelqu'un qui nous regarde maintenant ou en replay, mon Dieu, mais laissez-les à leur place. Parce que après, on passe 4 heures à les chercher. Bon, peut-être qu'elle y était que je ne l'ai pas trouvé. Parce qu'il y en a quand même c'est très tordu. Les micros, par exemple, j'en ai jamais trouvé une. Et très compliqué. En plus, une micro en forêt. Le défi était compliqué. Donc, il y en a une que j'ai pas trouvée, mais je vais y repasser, c'est pas loin de chez moi. Et pour parler un peu de mon expérience, parce qu'elle est un peu particulière, j'ai 2 choses qui m'est arrivé une fois avec mes enfants et une fois avec mes amis. Avec les enfants, on était devant un endroit en ruine et la description, c'était regarder par la fenêtre. Et donc, il y avait juste une fenêtre. Ok. Et donc là, et rien autour. Et donc le point GPS, il disait bien que c'était au bon endroit. Les commentaires, ils disaient, waouh, celle-là, elle est dure à trouver. Waouh, masterclass pour celui qui l'a caché là. Et j'étais là, putain. Alors du coup, je savais qu'elle y était. Mais surtout, j'ai vu un commentaire d'une personne qui avait trouvé la cache le jour même où j'y étais. Donc là, je ne peux pas te dire que la cache, elle n'y est plus. Donc, tu es obligé, du coup, voilà, devant mes enfants, je dis, on va trouver. Et on a cherché, sondé chaque pierre, impossible à trouver. Et d'un coup, j'ai mon petit de 4 ans, il dit, mais papa, regarde, dans l'encadrement de la porte, un tout petit tube, de la même couleur que l'encadrement, enfoncé à l'intérieur, mais ça ne se voyait absolument pas. Et c'est là où j'ai compris que le géocaching, c'était pas facile, en fait. On partait pas à la recherche d'un truc qui va être évident. Ça ne va pas être évident du tout à trouver. Une autre fois, une pierre, il y avait sur un tas de terre une seule pierre. Et les gosses ont tourné parce que nous, on cherchait la petite boîte en plastique. Et au bout d'un moment, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai pris la pierre, je l'ai soulevée, c'était une fausse pierre. Et c'était à l'intérieur de la fausse pierre. Et donc là, vraiment, on était sidérés que ça pouvait aller aussi loin que ça. Ouais. Mais le mieux, ça a été mes amis. Alors donc voilà, j'ai 37 ans, on va fêter mon anniversaire à la montagne. Et le lendemain de fête, personne n'avait vraiment envie de sortir, de bouger ou quoi que ce soit. Et du coup, je leur parle de ça. Je leur dis, je fais ça avec les gosses, c'est trop bien et tout. Tout le monde dit OK et tout. Je regarde forcément sur l'application. On en a un à genre 1 km 2. Bon, écoutez, on a mangé comme des cochons, on a bu comme pas possible, on peut aller marcher un peu. Donc là, il faut expliquer. Mes copains sont des citadins, d'accord. La montagne, c'est pas trop leur truc. Du coup, j'ai une copine en talons qui part en randonnée avec nous. L'anecdote est quand même très, très, très rigolote. Parce que du coup, on se retrouve à marcher en montagne, à suivre une cache avec un GPS ou à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, on ne sait pas trop où on va. On n'est totalement pas du tout organisé, mais pas du tout. On n'est pas du tout prêt. On n'est pas parti avec une bouteille d'eau. On ne sait pas où on va. Et l'indice, ce n'est pas la grande grotte, c'est dans la petite grotte. C'était le seul indice qu'il y avait. Donc, nous voilà en train de marcher. On arrive à une falaise. D'accord. Donc, nous, on suit le GPS et on arrive à une falaise. Et donc, mes potes disent, mais t'es sûr que c'est là? Je dis, écoute, on est à 5 mètres, 10 mètres, je vais descendre un petit peu pour voir si c'est là. J'arrive au point GPS parfait, c'est-à-dire, il me dit, c'est exactement là. Et je trouve rien. Donc, tout le monde, on se regarde, il dit, mais il n'y a pas de grotte ici. Je ne vois pas de grotte, il n'y a pas d'indice. Mais oui, mais on a sûrement perdu la boîte, elle n'y est pas, et tout ça. Et il y en a un, il dit, mais s'il faut, les gars, on est au-dessus de la grotte. Gros blanc, on était 7 ou 8. Bon, ben, on va essayer d'aller trouver cette grotte. Du coup, on est reparti. Alors, forcément, ça a fait notre animation. On a passé l'après-midi à parler de ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, d'être avec une bande de copains à dire des conneries, rigoler et tout ça, c'était exactement cette ambiance-là à rigoler. On dit, OK, on marche. Et donc, ça fait déjà un bon moment qu'on est parti. On est parti 3 heures pour une cache qui était à 1 km parce qu'on n'a pas trouvé où est-ce qu'elle était dès le début. Et là, on arrive devant une grotte et avec une petite grotte. Et dans cette petite grotte, j'ai dit, mais la cache, elle est à l'intérieur. Alors, on est tous d'un certain poids, n'est-ce pas? Rentrer dans la petite grotte, c'était pas possible. Heureusement, j'avais ma copine, enfin, mon amie qui était en talons, elle qui est toute fine, et s'est faufilée à l'intérieur du trou.
et il nous a sorti la boîte. Alors là, tous mes amis étaient sidérés qui avait la boîte, elle était là. C'est pas compliqué, tous ont téléchargé l'application instantanément derrière pour loguer comme quoi leur première cache c'était celle-là. Mais en plus, on s'est retrouvé face à une grotte. Donc, on regarde, on tape le nom de la grotte, on regarde. Il s'est avéré que c'était une grotte où il y avait des hommes préhistoriques, ils avaient trouvé des silex. Nous voilà partis en exploration dans la grotte avec nos téléphones. Donc, il y avait plein de gens qui laissaient des commentaires sur la géocache, comme quoi on pouvait la visiter, que c'était pas dangereux, il n'y avait pas 1000 galeries, on pouvait pas se perdre, mais en plus, on pouvait traverser la montagne. Autant te dire, des gamins comme on est tous rentrés dans la coche, on a vu des chauves-souris, des stalactites, des stalagmites, et tout ça, alors qu'on était juste partis se promener pour décuver. Et c'est ça, en fait, le géocaching. La dernière fois, j'ai pris mon gosse, j'ai dit, le plus petit, là, ma petite, elle n'avait pas envie d'y aller, donc j'ai pris le plus petit, j'ai dit, allez, on va faire ceux qui sont pas loin de la maison. On a trouvé un coin à champignons incroyable. Je veux dire, celui-là, je l'ai noté. Octobre prochain, c'est sûr que je vais aller chercher parce que là, c'est forcément, il y a des champignons, quoi. Donc, du coup, c'est une expérience. Déjà, autour de chez moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de points de vue que je ne connaissais pas. Et en plus, il y a sur certaines caches, il y a du challenge. C'est-à-dire qu'il y en a certains où tu sais que tu sais pas où tu vas, mais tu sais que ça peut être extrêmement galère l'histoire. C'est que on va pas te l'offrir comme ça. Il y en a, tu les trouves, ils sont coincés dans les arbres, ça se trouve. Mais il y en a où, voilà, c'est plus péchu. Donc, géocaching, moi, validé à 100%. Je suis déjà un nerd geek dans ma vie de tous les jours. Alors, autant te dire, c'est le genre de jeu où, carrément, Ouais, c'est clair. et que tu sois petit ou grand, ça marche. Le fait de chercher, c'est très addictif, en fait. C'est addictif à mort, hein, le truc. Ah C'est ça ouais, qui est non. addictif, en fait. Tu pars chercher quelque chose, tu sais pas. Tu sais pas si tu vas le trouver. Tu sais pas où c'est. Tu sais pas ce que c'est. Peut-être qu'il y a un truc dans la boîte. Tu Ça, sais pas où tu vas. c'est un truc de ouf. Ça fait courir les enfants, hein. Moi, j'ai poussé le vice à le faire la nuit, en fait, avec mon fils. Ah Et putain. franchement, la nuit, c'est un pied pas possible. Tu es tout seul. Faut pas que tu parles fort. Euh, Quand tu croises des gens, faut se cacher. Quand tu croises la police municipale, il faut vraiment te cacher, tu vois. Et tu prends un pied pas possible la nuit. Enfin, moi, je vous conseille la nuit. Ça fait vraiment aventurier pour le coup. Ouais, c'est agent secret Ah, complètement. Ah Ouais, complet, ouais, ouais, c'est ouais, complet, clair, ouais. complet. c'est clair. Bon, quand tu te retrouves avec Ouais. le flash de la police qui dit bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites à 3 heures du matin avec un enfant dans la rue, bon, bah, faut avoir des arguments, tu vois. Ouais. Mais Surtout quand tu dis, t'avais. bah, je joue à cache-cache, enfin, je joue à la chasse au trésor, je Et, te jure que t'es pas crédible. et en parlant de cache, enfin, la nuit, il y a un type de cache qui s'appelle les night cache. Donc, Ah oui, et c'est ce genre de cache, en fait, c'est assez sympa. Ça se fait surtout en forêt. Ce sont des caches où en fait tu vas avoir des mecs qui vont poser des réflecteurs sur des arbres et tu vas avec une lampe frontale, une torche, peu importe, et tu suis les réflecteurs en fait. Et donc ça te fait tout un parcours comme ça qui peut être rapide, comme qui peut être très très long. Et, et par exemple, je sais pas, prendre un exemple, tu vas avoir le parcours où tu suis les réflecteurs, puis d'un seul coup ça va te dire si tu trouves un réflecteur rouge, tu prends à gauche, tu vois. Et ou alors, si tu en trouves deux réflecteurs, au bout d'un moment, tu prends telle direction. Jusqu'à ce que tu aies un truc qui te dise, tiens, bah, là où il y a 3 réflecteurs, c'est l'arbre où il y a la boîte, tu vois. Et ça, c'est assez sympa aussi parce que tu suis en fait. C'est encore plus sympa quand c'est vachement espacé parce que dès que tu arrives au niveau d'un réflecteur, tu es là avec ta lampe et tu regardes un petit peu partout pour essayer de deviner le point lumineux qui va apparaître à l'horizon, tu vois. Et je me souviens d'une cache comme ça qui était du côté de Saint-Nazaire. Et la cache, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette cache. Mais le poseur, en fait, avait fait un truc tellement dingue, en fait, que tu faisais tout un circuit où tu suivais les petites loupiottes, là, les réflecteurs. Et tu arrivais à un endroit, à un moment, où le mec, il avait enguirlandé un arbre complet de réflecteurs, ce qui fait que
avais l'impression d'être dans un déco de féerie, de Noël. Je sais pas, c'était complètement fou en fait. Et quand tu trouves des caches comme ça, tu prends un pied pas possible. Tu te dis, moi c'est ça qui me fascine, c'est de voir la créativité, l'ingéniosité enfin la passion qu'ont certains poseurs pour créer des caches complètement dingues. Et tout ça, en fait, pour que nous, en fait, les trouveurs, on prenne plaisir à les trouver. Et ça, moi, ça me fascine complètement. Et pour rebondir à ce que tu disais, Greg, tout à l'heure, c'est qu'il y a des caches, effectivement, tu sais que tu vas en chier pour les trouver. Et donc, tu as ce barème en fait, de difficulté qui va de 1 à 5. Et voilà, si tu fais une cache de difficulté qui commence à être 3, 3,5, 4, tu sais que sur le terrain, tu sais que tu vas galérer et que ça ne va pas être si facile que ça à trouver. Voilà. Parce que moi, c'est sûr, je m'en suis rendu compte parce que même, tu vois, j'ai pas pris d'abonnement, Okay. donc je suis pas en premium, donc j'ai pas accès à toutes les grosses difficultés. Mais il y en avait déjà où c'était quand même solide comme cache. Ce que je trouve génial dans tout ça, c'est que c'est à côté de chez toi. La cache géniale peut être à côté de chez toi. Et ça, ça c'est cool. C'est que t'as pas besoin de faire si tu fais des milliers de kilomètres, tu auras aussi une cache. Et d'ailleurs, je vous propose de faire un truc, c'est que on aille sur le site de Geocaching et que je vous montre un peu pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Alors, vu que je suis sur 3 ordinateurs avec une connexion Wi-Fi, les amis, ça va ramer un peu. Excusez-moi. Mais il faut savoir qu'il y a des caches vraiment dans le monde entier. Du coup, hier, je me suis pris à chercher et je me suis dit au Groenland, on va se calmer quand même. Il y a les pingouins là-bas, ça va être impossible. Si, il y en a au Groenland. C'est juste incroyable. Il y en a vraiment partout dans le monde entier. Alors, là, forcément, je sais pas pourquoi ça. Bon, c'est un des pays que j'ai pas encore fait. Bah, ça tombe bien, on va y aller ensemble. Ah ouais, bah écoute, avec plaisir. On va y aller avec toi. On fait le Groenland ensemble. On va aller t'accompagner, on va chercher quelques caches. Parce que j'en avais vu. Mais là, je vois, en fait, j'ai pas de bonne connexion, donc du coup, ça marche pas. Mais aux États-Unis, c'est carrément incroyable la quantité qu'il y a. Alors, on va aller ici. En fait, il faut que tu appuies là sur le petit, marche, tu sais, là, un petit en haut, sur la carte, là, en haut à droite. Je pense qu'il faut que tu... Ouais, voilà. Je pense qu'il faut que tu appuies là pour que les caches commencent à apparaître dans le coin, non? Voilà. Ah ben ouais, merci. En même temps de demander à un expert. Ah ouais. Punaise. Donc là, on est aux États-Unis. Ah, on les voit dans le monde entier. Il y en a combien dans le monde entier, Arnaud, tu sais? Je crois qu'il y a un peu plus de 3 millions de caches actives. Ouais, okay. Mais plus que ça. Je pense que c'est plus que 3 millions. Donc, Et le record mondial, il est à combien? Le record de oh, les gars. Le record mondial, il est à combien? Celui qui a trouvé le plus. Ouais. Alors, c'est un couple qui s'appelle les Mondu 2. Mondu 2. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises d'ailleurs. C'est des Américains. Ils ont trouvé 220 000 à peu près, voire un peu plus, 220 000 caches. Ils sont à fond et j'ai fait du geocaching avec eux et c'était quelque chose. Donc voilà, on a fait des caches ensemble en France. Ils étaient venus pour faire ce qu'on appelle eux, ce qui les intéresse, c'est ils veulent scorer, quoi. Ils veulent faire du chiffre, etc. Et j'ai eu la chance, oui, parce que c'est super enrichissant de découvrir ce genre de profil aussi. Et je les ai rencontrés en France la première fois. Ils étaient venus en vacances à Paris. Et après, on s'est retrouvés 1 an après aux États-Unis où moi, je voulais faire un trail justement à faire des milliers de caches dans le désert. On s'est retrouvés en Californie.
Et c'était une super expérience parce que j'étais avec tous les plus gros géocacheurs. Quand je dis gros géocacheurs, c'est en termes de chiffres, les plus gros géocacheurs américains. Et c'était une expérience vraiment super sympa. Et on s'est retrouvés en France il y a quelques années pour faire un espèce un power trail dans le Poitou. Et voilà, on s'était retrouvés encore. Donc voilà, et je pense ils doivent être 2 ou 3 aujourd'hui à avoir 2 ou 3 profils qui ont plus de 100 000 caches. Et en France, le premier, il est à plus de 100 000 caches. Voilà. J'allais te poser la question. Et toi, t'es combien? Pardon? C'est ça. J'allais Et te toi, poser t'es la même combien? question. T'es combien? Moi, je suis à 52 000 caches. Donc, j'ai la moitié de ce que le premier a trouvé. Voilà. Mais t'es numéro combien? Alors, le classement en France, je crois que je suis 4e, peut-être 5e maintenant. J'ai fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Mais ouais, 4 ou 5e. Donc voilà. Une star, en fait. Ouais, Une star. tu sais, je dis souvent que c'est un classement de boîte en plastique. Hein. Il n'y a pas. Voilà, j'en ai juste trouvé un petit peu plus que les autres. Donc voilà, mais on se connaît avec ceux qui sont, enfin, on va dire les gros trouveurs, parce qu'on est des géocacheurs qui jouent depuis longtemps aussi. Donc on est tous des profils où on va aimer voyager. Tous les premiers, on est tous partis tôt ou tard quelque part pour faire des trails et pour faire des caches en masse aussi, ou faire on est des gros consommateurs. Et donc, on est un peu des profils assez similaires. Donc, on se connaît et on se côtoie lors de rassemblements, lors d'events ou de méga events. Voilà. Du coup, on va rebondir un peu sur ce que nous, on fait. Parce que ça a un rapport. On pousse les gens qui travaillent avec nous, ceux qui suivent notre programme. Alors nous, pour ceux qui ne connaissent pas, on a créé un programme qui s'appelle Seven Prog, qui est une méthode qui va associer la diététique, le sport et le bien-être. Et alors on connaît bien la partie sport et diététique. Tout à l'heure vous en parliez, la salle de sport, la mobilité, marcher, la randonnée et tout ça. La partie diététique est vraiment le domaine de Jérôme, où là on apprend à manger correctement et s'alimenter, comprendre son corps. Mais il y a la partie du bien-être. Et dans la partie du bien-être, on parle beaucoup de pensées positives, de comment travailler sur l'adversité, comment réussir, se mettre des projets. Et en définitive, c'est choisir à un moment donné, arrêter de subir les choses et de choisir son style de vie. Quelque chose qui t'anime, dans laquelle tu vas t'investir. Et le style de vie, c'est quand même. Souvent, on dit ouais, mais c'est un rapport avec ton travail, c'est un rapport avec ton passé, c'est un rapport avec beaucoup de choses. Si j'écoutais mon passé, je ne serais pas là. Et si j'écoutais mon travail, attends, j'ai jamais eu d'employeur. Non, le travail, je l'ai toujours choisi, mais c'est parce que c'est mon style de vie. J'ai décidé ça. À un moment donné, il s'est passé quelque chose dans ma tête qui a déclenché les choses et qui ont fait que je fais ce que je fais. Et d'entendre des histoires comme la tienne, alors on n'en a pas parlé et je vois déjà que ça fait 1h10 qu'on est en train de parler, donc on va essayer de ne pas faire en sorte que ça dure 2 heures, mais tu as eu un parcours particulier dans ta vie et ça t'a pas empêché de réaliser ce que tu avais envie de faire et de construire la vie que tu avais envie d'avoir en définitive. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je ne me trompe pas? Ouais, c'est un peu ça. De réaliser en tout cas des choses qui te font plaisir, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est un truc dont aujourd'hui je parle assez facilement et dont j'ai besoin en plus de parler aujourd'hui. Je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet, mais je suis né avec une particularité physique. Donc, dès la naissance, voilà, j'ai eu, on va dire, des petits bâtons dans les roues. Et du coup, je suis né avec ce qu'on appelle un névus congénital géant. Donc, ce sont des taches de naissance géantes.
Et j'avais ça sur une bonne partie du corps, sur 30 à 40%. Et du coup, donc c'est comme des grains de beauté. Hein, c'est juste qu'il y en avait sur tout mon dos, ma poitrine, mon bras, les jambes, le crâne, le visage. Hein. Le visage, il y avait 4 taches. Et donc, on m'a opéré dès la petite enfance jusqu'à mes 8 ans. J'ai eu toute une série d'interventions chirurgicales au fur et à mesure. Donc, on m'a prélevé de la peau là où il y avait des zones dites, des zones saines, voilà, Il y avait où il n'y avait rien, Ouais. voilà, et on découpait, pour schématiser, hein, la peau, et on me retirait les taches au fur et à mesure, et puis donc on me greffait cette peau pour éviter tout risque de mélanome, en fait, hein, et d'évolution en cancer de la peau. Donc c'est vrai que j'ai eu une enfance, j'étais beaucoup, souvent dans tous les rendez-vous médicaux, dermato, les chirurgiens, les interventions chirurgicales, les cures, la rééducation, etc. Et, voilà, et du coup, c'est vrai que je sais pas, petit, il y avait un double discours. Il y avait les médecins qui disaient à mes parents, faut qu'il fasse du sport et tout, ça va le renforcer, machin. Et puis les autres qui disaient, faut surtout pas qu'il fasse de sport, il est trop fragile, il pourrait, sa peau est trop fragile, il pourrait s'abîmer, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je souffre, entre guillemets, d'un manque de mobilité quand je fais du sport. Jérôme le sait, et je trouve que je m'en sors quand même pas trop mal. Et aujourd'hui, j'ai justement cette volonté d'y arriver parce que finalement, j'arrive aujourd'hui à faire du sport comme tout le monde, je pense. Et voilà, et puis j'ai aujourd'hui une vie qui est normale. Je suis surveillé, bien sûr, j'ai tous les ans surveillé au niveau dermatologique. Et je pense que, alors est-ce que c'est lié, je ne sais pas, je ne peux pas faire de la psychologie, mais je pense que j'ai cette envie de profiter de la vie, et voilà, parce que tous les jours, tous les jours, je me dis, ouais, je pourrais ne pas être ici. C'était un peu ça allait être ma question, tu vois, Arnaud. C'est est-ce que, par exemple, ce que tu fais actuellement, qui est quand même du domaine de l'extraordinaire, hein, ok, quand même, tu as vu 75 pays, c'est pas rien. Tu participes à un jeu mondial et qui est classé dans un jeu mondial. Donc, on va dire, à ton niveau, tu es un athlète. Hein. Dans ce domaine-là, tu es un athlète. Est-ce que la vie que tu as eue, c'est-à-dire cette épreuve, on peut appeler une épreuve, s'il n'y avait pas eu cette épreuve, est-ce que tu aurais eu cette vie ou pas? Souvent, Ou est-ce que c'est l'épreuve qui t'a amené à avoir cette vie? je me suis déjà posé la question de dire qui je serais si j'avais pas eu tout ça. Parce qu'aujourd'hui, clairement, si c'était à refaire, je ferais la même chose. C'est-à-dire que moi, ces cicatrices, tout ça, ça fait partie de moi, et je suis convaincu que ça a forgé mon caractère et ma personnalité. Et ça n'a pas toujours été facile. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'âge, voilà, j'ai quand même 45 piges, et aujourd'hui, c'est pas que je l'accepte mieux, c'est qu'au bout d'un moment dans ma vie, j'ai décidé de l'accepter. J'ai décidé que le regard des autres, j'allais comment en faire abstraction, parce qu'il y a le regard des autres, évidemment. Voilà, à la salle de sport, justement, hein, forcément, tu vas dans le vestiaire, tu te dénudes, tout ça, et tu as toujours les gens qui te regardent un peu bizarrement. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à l'intégrer et à faire en sorte aussi que beaucoup de gens qui m'entourent me disent parfois, on ne savait pas, ou ça se voit pas, ou forcément, après, je me balade pas tout nu quand je fais du geocaching. Mais voilà, quand je suis Pas comme Jérôme. quand je suis en t-shirt, je l'ai pas dit tout à l'heure. ça se voit. Mais du coup, pour revenir à ta question, je pense que je serais pas la même personne, et je suis convaincu que ça m'a aidé à voir la vie différemment, et à profiter de chaque instant, voilà, tous les moments où je suis avec mes potes, avec mes proches, avec ma famille. À chaque fois, souvent, je me dis, parfois, je prends un moment où je me dis, putain, je suis super bien là maintenant, tu vois. Et je fais comme
sais, comme si tu faisais une pause sur une vidéo. Et même quand je voyage, il y a des moments où je me pose et je me dis, qu'est-ce que je me dis, je me sens tellement chanceux, privilégié de vivre ces instants. Alors ce privilège, peut-être que je l'ai créé aussi, j'ai tout fait pour, Bien sûr. mais, Tu, mais voilà, tu te permets aussi, je me sens pardon, je me sens reconnaissant je en te coupe, fait, voilà, de la vie. tu te permets de vivre le moment présent parce Ouais, que tu l'as créé toi aussi, tu vois. ouais, Mais c'était parce que tu serais pas Arnaud ouais, si tu n'avais pas eu en fait ces expériences-là qui ouais, ouais, finalement sont des expériences. ouais, tout à fait. Non, j'en suis convaincu, ouais. Cool. Je pense que c'est quand même très important. On a tous nos tuiles, hein. Dans notre vie. On a eu Évidemment. l'occasion d'en parler en off, hein. On a chacun notre. Nous arrive à tous des choses qui font qu'on devient la personne que l'on est. Et le tout, c'est de pas abandonner l'adversité, la difficulté. Elle existe, elle est là. C'est d'être humain en fait, hein, d'être dans la difficulté. Et ça, il faut arriver à, quand on l'a compris, c'est d'en faire une force. En Absolument. faire une force pour arriver à passer ces étapes. Et souvent, il y a un changement qui est associé à tout ça, hein, par la suite, qui va être psychologique, qui va être dans sa façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Euh, on parle souvent dans nos émissions et nous au quotidien de peur, parce que la peur, ça cristallise, ça t'empêche de faire des choses. On parle de courage du coup, parce que quand tu as la peur, il faut avoir du courage pour passer tout ça. Mais là, le courage arrive parce que il t'est arrivé des choses et tu ne peux pas les ressasser toute ta vie. Tu ne peux pas en faire quoi que ce soit d'ailleurs. Elles sont arrivées et tu dois avancer. Et c'est ça aussi qui construit un style de vie aux gens, d'une façon de voir les choses, et du coup, le dépassement, quand on fait 74 pays et autant de trucs, c'est aussi un dépassement, une envie réelle de se dépasser. Je sais que Jérôme, il va se dépasser dans d'autres domaines qui vont être plus dans le sport, dans le bien-être personnel, dans tout ce qui est là. Et moi, j'ai ma manière aussi de me dépasser où ça va être plus dans le travail, dans la technique, dans l'intellectuel de construire les choses, où c'est ce que j'ai développé après ma tuile, c'est ça que j'ai développé. Je pense qu'après la tuile de Jérôme, il a développé le sport. Et donc, du coup, c'est pas par hasard qu'on se retrouve ici à parler de nos expériences. Et tu vois, c'est notre quatrième émission. Et on a eu des gens complètement différents. Ils avaient tous des particularités, ils avaient tous des performances, mais il y a quand même une notion qui est commune, c'est qu'à un moment donné, il a fallu faire un dépassement de, de son mindset, il a été physique. Pour Julie, ça a été le froid et affronter des moins 20, enfin bref, des températures extrêmes. Pour Maxime et Alexandre, qui sont deux surfeurs, un en bodyboard, l'autre en planche, en windsurf. Et là, ça a été le froid, la compétition, les difficultés. Toi, ben, c'est la vie et le fait d'aller chercher à développer. Je pense qu'on a tout ça et c'est ça qu'on a envie de montrer aux gens. C'est que on est en définitive, toutes les personnes qu'on a reçues ici sont des personnes normales. Je veux dire, on a eu l'occasion de parler juste avant, avant le live. Voilà, on dit des conneries, on rigole beaucoup, on est des personnes humbles, on discute, on a une vie normale, mais on a quand même une tendance, fâcheuse ou pas, à aller chercher le dépassement. Si tu fais beaucoup de salles, c'est le dépassement, parce que le dépassement, ça fait du bien. Se mettre, entre guillemets, en danger, je ne dis pas de danger de mort, mais en danger, c'est quelque chose qui est, de se bousculer en tout cas, c'est quelque chose qui fait du bien mentalement. Et c'est ce qu'on a essayé. C'est une tâche très difficile d'apporter ça aux gens, parce que c'est un parcours qui est personnel. Et on a essayé de faire ça avec Jérôme, de le digitaliser, d'accompagner les gens pour trouver
Le dépassement, je le trouve associé énormément à la liberté, à notre propre liberté mentale, physique, de se dépasser. Et donc, en me dépassant, je cherche aussi à être libre. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter aux gens dans notre programme. J'ai clairement pas envie de faire de promo aujourd'hui. Je ne l'ai pas du tout préparé. Je suis trop enthousiaste. Je regrette, j'ai cherché un chapeau d'Indiana Jones. Je ne l'ai pas trouvé. Mais je t'assure que mes gosses doivent être en train de regarder le live et je sais qu'on ira chercher des caches. Ça fait déjà bien 1h10 qu'on est en train de parler avec toi. Je vais proposer quelque chose. On va pas avoir beaucoup de temps parce qu'après on va laisser les gens tranquilles. Il y a déjà une chose, je pense qu'on refera l'année prochaine de nouveau une vidéo ensemble parce que nous, on est des geeks de chasseurs. Moi, je veux chasser. Il y a un truc que les gens ne savent pas, c'est que tu ne fais pas que du géocaching. Tu fais quoi aussi? Comme jeu ou... Ouais, comme jeu. Alors, je chasse les Space Invaders. Donc, en fait, c'est un petit peu lié. Il y a, tout le monde connaît pas forcément, mais il y a un street artiste donc qui s'appelle Invader. Donc, c'est un mec qui reproduit avec du carrelage des espèces des Space Invaders du jeu arcade là, des années 80. Donc, ces trucs complètement pixelisés. Et le mec, en fait, s'amuse à mettre ça sur les murs de Paris et d'ailleurs. Hein, il envahit comme, voilà, comme le dit son nom, hein, Invader, qui veut dire l'envahisseur. Et donc, il a envahi alors, j'ai pas le nom exact, mais il y a plus de 70 villes dans le monde qui ont été envahies. Alors, certaines avec juste une pièce. Comme à Charleroi, je crois, il n'y a qu'une pièce, et certaines avec des dizaines, voire des centaines de pièces, et notamment à Paris, puisque je pense que l'artiste vit à Paris, et à Paris, il y a plus de 1000 pièces, et donc l'artiste, pour développer un petit peu pour promouvoir son œuvre, quelque part, il a créé une application qui s'appelle Flash Invader, et qui consiste, lorsqu'on trouve une œuvre de l'artiste, on flash, donc ça utilise l'appareil photo du téléphone, et on a des points. Donc c'est un peu le même principe. Il y a un classement, il y a des points, et encore une fois, il y a rien à gagner, mais il y a la découverte de l'œuvre de l'artiste. Et moi, c'est vrai que je suis assez accro, et ça m'a permis je connaissais déjà, en fait, j'avais découvert cet artiste par le géocaching, parce qu'il y a des caches qui étaient posées justement près de au niveau de ses œuvres, et donc pas qu'à Paris, hein, un petit peu partout, et notamment je te disais, Greg, qu'il y en a aussi à Toulouse. Je pense que Jérôme, tu as pu en voir au Cap Ferret, il y en a d'ailleurs. Donc, à Paris, moi je sais que j'en ai vu à Paris. Ouais, mais évidemment, il y en a partout à Paris. J'ai la chance de faire une visite de Paris à vélo. D'accord. Me demande pas pourquoi ni comment. Okay. Mais j'ai eu la chance. Ouais. Et en fait, le guide, c'est marrant parce que le guide nous a arrêtés devant le truc. Okay. Il nous dit, alors regardez, il y a une particularité, c'est ça, sans nous expliquer quoi que ce soit d'autre. Okay. Et ça date quand même. Je me dis, ah ouais, on Pac-Man sur la... Ah oui, ça date. Hein. Sur le mur, ok. Ah ouais. J'avais pas compris. Ça date. Alors parfois c'est dégradé ou détruit, mais voilà. Mais c'est, en tout cas, il y a toute une communauté là aussi derrière, et c'est vrai que je suis tombé dedans, mais vraiment direct. Voilà, il y a une autre communauté aussi, et des gens, des gens complètement barrés aussi, et qui sont prêts à aller à l'autre bout du monde pour aller flasher ces pièces. Donc voilà, c'est mon autre addiction, on va dire, de jeu. Ouais, du coup, je vais pas être gentil avec toi, pas du tout même. Parce que je vais t'apporter une nouvelle addiction. Est-ce que tu connais ça? GeoGuessr. Ben, je connais pas, non. Non, alors c'est un jeu de Google Maps. Ok. Donc on va lancer juste une partie, mais rapide. Après, on va laisser les gens tranquilles.
Ben là, bon, je vais le mettre en français parce que c'est un de mes défis d'apprendre l'anglais. On en reparlera l'année prochaine. Du coup, on va te jeter dans une carte Ok. de Google Maps Aïe, aïe. et il va falloir que tu détermines exactement où tu es Oh putain. dans le Ok. monde. Ok. Donc, allez, on va le lancer. Je suis tout seul. Tu vois, en plus, là aussi, grosse communauté, beaucoup de personnes qui fait du live sur le sujet. Donc, emplacement Ok. de chargement. Et voilà. Donc, nous sommes quelque part dans le monde. Et il faut que tu arrives à déterminer où tu es. Comment veux-tu que je sache où on est? Ben, regarde le panneau. Ah, Le panneau, est-ce qu'il te dit quelque chose? Tu vois, là, celui-là, panneau, ça me dit rien. On va aller voir celui-là, le panneau qui est au fond. On va regarder quand même tout autour. Donc, tu vois, ah quand. oui, donc tu peux te déplacer sur. Ah, mais D'accord. sur le Google Maps, ouais. Carrément, D'accord. tu vois, on va essayer. T'es en France déjà? Ouais, je pense que t'es en France. Non, je suis pas en France. Ah, t'es pas Regarde en le France. panneau, je suis pas en France, regarde ce panneau-là. Ok. Attends, celui qui est juste derrière. Là, ce panneau, je l'ai jamais vu en France. Hein. Ah, tu sais, ça me fait penser à l'Espagne. Ils font des trucs comme ça en Espagne. Rapproche. Tu sais, en bas des arbres à cause des insectes. Alors, si tu veux, moi, les panneaux, en général, je vais regarder ce qu'il y a derrière pour regardez ce qu'il y a au fond, pour trouver là-bas. les boîtes et je regarde pas trop la typologie. Regardez là-bas, il y a typologie un monument qui est un peu particulier. Alors là, quand même, il nous a vraiment mis en galère. Hein. Bon, on va pas. Tu vois, donc là, tu pourrais aller. Voilà. Mais ça ressemble à la France, tu ça, peux- non? Non? Tu dis la France? Ouais, Ça? non? Avec des panneaux comme ça? Moi, je dirais plutôt l'Espagne. Ah ouais, non, ça, c'est pas la France, non. Est-ce que dans le chat, vous avez une petite idée? Alors, je suis désolé, vous allez voir l'envers du décor. Juste, je viens d'arriver. Ok, non, je connais aussi. Ok. Bon, si vous avez des indices, dites-nous-le. Allez, on va le faire. Toi, tu dis la France, mais où en Non, France? c'est pas la France, ouais. Le panneau rouge, là, c'est un peu. Le panneau rouge, ça peut être un pays de J'irais l'Est. pas l'Espagne, Parce que ouais, j'irais regarde, plus si l'Est aussi, ouais. regarde, si je reviens en arrière, là-bas, ici, là, il y a un bâtiment ici, là. Derrière les feuilles. Attends, je recule encore un cran. Regarde ça, là. C'est quoi ça? Ouais, Vous le voyez? ouais, c'est trop petit pour moi, je peux pas voir. Ouais, je vois pas. Mince. On dirait un truc dans les pays de l'Est, tu sais, comme le Kremlin. Genre, très grave. Tu sais, avec un gros dôme Ouais, au-dessus. ouais. Moi, je dirais un pays de l'Est. D'Europe, mais de l'Est. Genre Ukraine. Ah, moi, je dis Roumanie. Toi, tu dis Roumanie. Putain, Roumanie, c'est pas mal aussi. Alors, putain, je suis complètement nul. Roumanie. Où est-ce que je vais? Roumanie, Ukraine. Il n'y a pas la mer, donc plutôt dans les terres. On va pas les laisser attendre à nous regarder jouer. Vas-y. On se fera une visio que pour ça, si vous voulez bien. Allez, on va dire Roumanie. Roumanie, dans les terres. Donc, votre place est épinglée. Hop. Quand tu sélectionnes, il te dit, ben voilà, on était loin de la Roumanie. En Turquie, parce qu'en fait, en Turquie, non? En Turquie. Ouais. On était en Turquie. Okay. Et donc, tu vois, tout ça. Et donc, tu peux faire ça. Et donc là, si je recommence, donc il te met des points là aussi. Tu vois, tu as des petits points. Et on était à 667 km trop loin. Et sinon, après, tu enchaînes le jeu. Et tu continues. Et tu continues à chercher où tu es. Donc, regardez les plaques d'immatriculation, comment c'est écrit, et ainsi de suite. Voilà quand il pleut et que tu n'as pas envie de sortir. Je t'ai trouvé un nouveau jeu. Il va falloir que je regarde ça, ouais. Intéressant. Ouais. GeoGuessr. Okay. Et tu as plein de streamers et tout qui jouent à ça. Et ils sont absolument fans. Et donc, du coup, voilà. Alors, ça y est, j'ai récupéré le chat. Non, ils ne parlent pas de ça. Comme on a 1 minute de décalage en plus, je suis complètement perdu avec la technique. Donc, du coup, on va arrêter ici, 1h32 qu'on est en train de discuter. Sincèrement, je pourrais passer toute la soirée avec toi, de discuter et à jouer à ce genre de jeu. C'est carrément intéressant et passionnant. On aura le plaisir d'en refaire une autre
J'espère cette fois mieux organisé que ça. Là, on est vraiment en mode homemade. Hein. On voit derrière moi un mur blanc, ce n'est pas un mur blanc, c'est la magie de l'audiovisuel. Et on est tous super loin. Donc du coup, ben, je te souhaite, Jérôme parlera après, je te souhaite de trouver plein de cash. Au fait, qu'est-ce que c'est ton prochain voyage? Mon prochain voyage, j'espère retourner aux États-Unis. C'est vrai que là, ça fait pas très longtemps qu'on peut y retourner. Bon, là, en ce moment, c'est un petit peu chaud, mais je désespère pas d'y retourner l'année prochaine. Notamment l'année prochaine, il y a quand même, depuis, Geocaching existe depuis 2000. Et donc, en 2020, il y a eu les 20 ans du geocaching. Et du coup, la boîte qui est derrière tout ça, Geocaching HQ, comme on les appelle, pour Headquarters, donc siège, voilà, en anglais, ils ont mis en place tout un ensemble d'événements, en fait, de célébration, donc pour fêter tout ça. Et il y a eu le Covid, donc qui a un petit peu bousculé. Et du coup, les événements ont été reportés de 2020 à 2021. Et de 2021 ont encore été reportés sur du coup 2022. Donc il y a pas mal il y a tout ça qui est un petit peu, on va dire, qui mijote. Et donc il y a un gros événement qui est prévu, notamment à Seattle, qui est le berceau en fait du geocaching. Et il y a une énorme fête qui est prévue en août. À laquelle je compte bien participer. Voilà, j'espère que j'aurai cet immense privilège de pouvoir y aller. Voilà, et il y a plein d'autres événements qui ont lieu un petit peu partout dans le monde, même en France. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir retrouver la communauté et tous les gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer jusqu'à présent, parce que ça va être les retrouvailles. Donc voilà, donc mon prochain voyage, ouais, je sais pas trop, les États-Unis peut-être, Ouais. déjà à titre professionnel, donc Avec le Covid, j'espère. c'est Ouais, compliqué de se ouais, projeter. ouais, c'est clair. Ouais. Donc voilà, Bon. mais j'espère très fort voilà, que tout va pouvoir, que la vie va reprendre un cours normal. On le souhaite tous. Donc Bah bon, ouais, ouais. carrément. Bah, moi, je te souhaite d'être le top 1. Ah, On ouais. va, on va faire des banderoles et comme Jérôme, de toute façon, a décidé de faire une statue à ton effigie qu'il mettra dans son van, c'est totalement parfait. On se rappellera pour cette occasion-là. Donc voilà, non, c'était vraiment merveilleux. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus de ce qu'on fait, parce que ta communauté t'a suivi. Alors, il faut savoir que Arnaud ne voit pas les messages, il n'y a que moi qui vois. Ok. J'ai 3 ordinateurs autour de moi et ta communauté a super suivi. On est à 74 commentaires. Ils ont raconté la dernière fois où tu étais sous et que tu as. Non, je déconne. Non, vraiment, c'est vraiment super. Ok. Vous avez vachement. Vous avez vraiment participé et c'était vraiment cool. Et donc, si vous voulez en savoir plus, tout ce que nous on fait avec Jérôme, ben, vous avez le site internet qui est juste en dessous, avec marqué jérômedenis.7prog.com. On prépare plein de choses, on va faire d'autres interviews. La semaine prochaine, ça sera une surprise. On a une autre personne ou encore un autre univers et un autre parcours complètement différent à vous présenter. Et le mot de la fin sera pour Jérôme, puis Arnaud, et on vous quittera Eh gentiment. bien, écoute, Arnaud, c'était un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir de te parler depuis ces quelques années. Ouais. Ouais, j'espère bien que tu deviennes le numéro 1 français. Voilà. Juste pour que je puisse dire, je connais le mec qui, tu vois, ça me ferait C'est bien. vrai, Et, top 4, c'est chiant à Top dire. 4, Top c'est 4, chiant, tu vois, tu vois. Donc, c'est pas fun, tu tu vois. pourrais il y a bosser du un peu. boulot. Putain. Donc, écoute, en tout cas, nous, on est derrière toi. Et puis, non, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir joué le jeu. Bah, C'était merci. un vrai bonheur. Et j'espère que, je ne sais pas quand est-ce que je vais monter à Paris, mais à l'occasion, je te passe
un petit coup de téléphone. Avec Et plaisir, on se et croise. puis ce sera un plaisir de repartager ne serait-ce qu'un WOD ou je sais pas quoi Allez, ensemble. Je me souviens allez, que avec la dernière plaisir. fois qu'on s'est vu d'ailleurs, je me souviens que pendant le truc, tu m'as dit j'ai plus de cuisses, je sais plus ce que tu avais fait. On avait Oui. fait un WOD de malade et puis on était complètement cramés. On avait fait en duo Ah, mais d'ailleurs, oui. on était en duo Oui. sur ce WOD. Donc c'est Ok. la dernière fois Eh ben, qu'on s'est écoute, parlé. Ouais, donc ce sera- rendez-vous pris alors. ce sera avec plaisir. En tout cas, merci à Jérôme de m'avoir proposé. Voilà, c'était vraiment une surprise et une agréable surprise et j'ai absolument pas hésité. Et puis merci à Greg aussi parce que Greg, on se connaît pas depuis très longtemps et c'est une très très belle rencontre aussi. Non. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer physiquement. Donc Bah, voilà, carrément. ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà, et je fais un gros bisou à tous ceux qui se sont connectés et tous ceux qui ont suivi le live. Je pense qu'il y a des copains qui étaient présents et voilà, et du coup voilà, je leur fais un gros bisou à tous. Voilà. Bah ouais, Merci et ça Arnaud. sera en replay Ok, sur Ouais. YouTube, Seven Prog sur YouTube. Abonnez-vous, la petite cloche